Bienvenue sur notre plateau pour parler des élections artisanales de Guadeloupe. Comme vous le savez, les artisans, vous êtes appelés à voter. On a reçu déjà la liste ensemble pour réussir, on va y arriver, hier. Et aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle liste, l'artisanat solidaire. Nous allons vous présenter notre plateau tout à l'heure et bien évidemment, on va essayer de décrypter, de savoir ce qui se passe, quel est leur programme. Surtout, on espère vraiment pouvoir creuser au niveau du programme, très important pour vous, pour savoir ce que vous allez faire et dépatouiller un petit peu. Vous savez que la situation au niveau de la Chambre est compliquée, hein, on vous l'a dit hier, la grève a repris. Aujourd'hui, il y a eu une tentative qui a été faite par le président de la commission provisoire. On en parlera en fin d'émission pour avoir vos avis et pour savoir ce que vous pensez de la demande des grévistes. Donc avec nous, bonsoir Monsieur Michel Aurélien Adélaïde. Donc vous êtes tête de liste de cette fameuse liste artisanat solidaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre plateau, vos intervenants ce soir, s'il vous plaît? Oui, bonsoir aux téléspectateurs de Ganalis ainsi qu'aux artisans de Guadeloupe. Donc sur le plateau ce soir, on va avoir le second de la liste qui est Monsieur Patrick Mango, qui est de Pointe-Noire et qui fait de la charpente. Donc il est charpentier et aussi bâtiment, donc dans deux catégories différentes. Ensuite, il y a non pas un colistier, mais quelqu'un qui est dans notre équipe parce qu'il connaît beaucoup d'artisans et c'est quelqu'un qui a formé beaucoup d'artisans aussi en tôlerie peinture, et qui est monsieur Judith Daniel, de la Côte-sous-le-Vent aussi. D'accord, ça c'est génial en plus les formateurs, donc ça c'est une bonne chose. Tout à l'heure vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait, comment ça s'est passé, comment ça se passe dans votre métier. Alors rapidement, avant de commencer, de partir sur la partie économique, je ne sais pas si vous avez vu l'émission d'hier ou pas. Malheureusement je ne l'ai pas vu, mes colistiers l'ont vu. Moi, je ne l'ai pas vu, mais donc suivant les échos que j'ai eus, c'est que la prestation a été un peu sur le passé, ce que nous, on ne veut pas revenir dessus. Je sais que vous ne voulez pas revenir dessus. Néanmoins, je vais vous poser quand même une question. Vous étiez donc le bras droit de Simon Vainqueur, puisque vous étiez son coprésident. Hier, il a dit qu'ils se sont mis ensemble. Vous n'êtes pas avec eux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Déjà, une faute fondamentale, j'ai jamais été le bras droit de M. Vainqueur. J'ai été l'un des vice-présidents de M. Vainqueur, mais pas bras droit, même pas un bras gauche. Un bras gauche, alors donc... ça veut dire que vous étiez dans le conflit déjà au début? Non, j'étais dans l'équipe de M. Vainqueur pour un projet précis pour l'artisanat de la Guadeloupe. Je n'étais pas derrière M. Vainqueur dans l'esprit que quel que soit ce que fait M. Vainqueur, même mes coéquipiers, normalement, ils sont dans l'esprit d'un projet. Ils ne sont pas là avec M. Adélaïde, ils sont là pour un projet pour l'artisanat de Guadeloupe. Donc pas derrière un homme, mais derrière un projet. D'accord. Donc on recentre les affaires à ce niveau-là. Donc effectivement, quand il y a un problème au niveau du projet, on n'est plus derrière le projet. C'est normal que M. Adélaïde se retrouve quasiment un peu à côté de la plaque à ce niveau-là. Ça veut dire que s'il y aurait pas eu toute cette histoire avec le préfet, vous seriez resté ou vous seriez parti pour essayer? Non, j'étais plus dans l'équipe de M. Vainqueur du fait de ces déconvenus par rapport au statut de la Chambre de métier et d'autres choses. Alors lui n'a pas à dire. Voilà, mais lui dit que le préfet s'est trompé. On n'est pas sur ça, parce que moi je ne suis pas le préfet. Je ne suis pas responsable de la PCMA, je suis juste un artisan qui est là pour défendre l'intérêt des artisans de Guadeloupe et sans aucun conflit d'intérêt. D'accord. Alors justement, du coup, on va attaquer la partie économique. Comme vous le savez, hein, à l'époque où vous étiez vice-président, donc on avait commencé à mettre en place des débats économiques avec la Chambre. Je vous remercie aussi parce que vous étiez quand même dans l'équipe à ce moment-là. Quand on a commencé, parce que vous avez quand même répondu hein, au niveau de la Chambre, on a demandé un intervenant. On a eu un intervenant et c'était très important parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et à ce niveau, on a commencé vraiment à essayer de décrypter toutes sortes de problèmes qu'il y a au niveau de la Chambre, jusqu'à
jusqu'à ce qu'on arrive, il n'y a pas longtemps, à parler du carnaval, puisqu'on essaye de professionnaliser, de voir comment on peut professionnaliser le carnaval, parce que je suppose que vous êtes au courant, les artisans, c'est important pour eux, cet événement. Donc moi, pour la partie économique, pour vous, ma question va se porter sur le carnaval. On va voir d'abord un extrait de ce dont on a parlé pendant l'un de nos débats économiques, et après vous allez voir, vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est Arawak Market qui est avec nous ce soir. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je parle à la région, vous, je sais que vous les connaissez, c'est un organisme qui exporte les produits de tous nos artisans guadeloupéens qui sont sur leur plateforme. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour que des produits comme ça soient mis en valeur sur le carnaval, puisque c'est ça, en fait, la professionnalisation, c'est que tous les acteurs économiques puissent vivre de cette manne, en fait, de cet événement. Comment on peut mettre ça en place pour 2022 ? Alors, tout d'abord, Arawak Market, je connais bien. Oui, on était en réunion ensemble avec eux il y a une semaine. Donc, on est en train de voir quel partenariat qu'on peut tisser ensemble pour qu'ils soient présents sur notre écosystème, de manière à justement ces produits puissent être vendus à l'extérieur, puisqu'ils ont démarré, lundi. Ensuite, c'est justement cette possibilité qu'on pourrait imaginer, par exemple, sur les paquebots de croisière. Alors, pas en volume, parce que c'est des volumes qui sont considérables. Oui. Par contre, c'est des choses qu'on peut imaginer dans les boutiques des paquebots, et notamment des paquebots haut de gamme, parce que moi, je suis un convaincu que nos produits, qui sont les meilleurs produits du monde, c'est ce que j'arrête pas de dire, ne doivent être vendus qu'à des gens qui ont des gros moyens. Oui, c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est parfait, c'est excellent. Monsieur Jacota. Alors effectivement, nos artisans font des produits de qualité. Donc, comme vous avez vu, là, nous étions avec monsieur Olivier Michel. On parlait du carnaval. Ma question était sur comment écouler les produits de nos artisans. Il y a plusieurs gammes de produits. Il y a des artisans qui font des produits, on va dire, journaliers, des vêtements, des bijoux que l'on peut mettre de manière classique. Il y a des artisans qui font des produits haut de gamme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème pour que nos artisans puissent écouler leurs produits? Ce n'est pas normal que les artisans ne fassent que les marchés, par exemple. Est-ce que vous trouvez ça normal que nos produits de nos artisans ne soient pas exposés, par exemple, aux arrivées de croisières? Comment faire pour ouvrir ce fameux marché et pour qu'enfin nos artisans puissent vendre ce qu'ils font, ce qu'ils fabriquent? Est-ce que quelqu'un peut répondre déjà, il faut, au niveau de l'artisanat, il faut déjà organiser la filière, organiser déjà, il faut vraiment organiser l'artisanat. Ils sont tous de leur côté. D'accord? Et aujourd'hui, nous parlons vraiment des problématiques des artisans, parce que nous le vivons tous les jours. Vous avez bien entendu, hier, ils ont parlé des artisans qui ont pignon sur rue. Mais aujourd'hui, les très petites entreprises ne survivent même pas, ils sont à l'agonie. Donc aujourd'hui, nous avons dû nous mettre ensemble pour pouvoir enlever la Chambre des métiers du marasme dont il est, pour pouvoir véritablement l'amener vers les artisans. Et comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Nous rencontrons un gros problème, c'est la pérennisation du savoir-faire, c'est-à-dire la transmission. Ça, on n'arrive pas encore à le faire. Et nous avons l'ingénierie qui nous permet de le faire, les moyens de le faire, parce que nous arrivons à le faire à notre niveau, à nous. Mais nous avons un trop grand nombre de petites entreprises qui souffrent aujourd'hui, qui n'arrivent pas à vivre de leur métier et de ce savoir. Pourquoi est-ce qu'elles sont en souffrance? Est-ce que vous avez déjà fait un bilan avec eux? Ils n'ont pas encore pu faire des organisations, vraiment des organisations professionnelles pour encadrer ces entreprises. Les entreprises aujourd'hui, ils ont les yeux dans le guidon quand ils travaillent. Au niveau de l'administratif, ils n'y arrivent pas. Le rôle de la Chambre, c'est de pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, la Chambre doit pouvoir aller vers ces artisans, ne pas attendre que les artisans viennent vers eux. Dans votre programme, vous comptez mettre ça en place, l'accompagnement des entreprises? Alors, il faut savoir, effectivement, c'est fondamental, l'accompagnement des entreprises. Donc, on va revenir un peu tout à l'heure dessus, sur l'accompagnement. Mais le problème essentiel sur ce qu'on vient de voir... Pour placer les produits, l'écoulement? C'est l'organisation du circuit commercial. C'est le circuit commercial qui n'est pas mis en place. C'est-à-dire, très souvent, l'artisan se contente de peaufiner sa connaissance, sa compétence, mais au niveau de l'écoulement commercial, ce sont les institutions
qui doivent essayer de les aider, parce que de ce côté-là, ils pêchent. Ils ne peuvent pas payer comment dirais-je, des spécialistes pour les aider, pour organiser le circuit commercial. Mais ce qui est fondamental quand on fait de la production, il faut qu'on ait un circuit commercial organisé. Sinon, on se retrouve avec des produits qu'on ne peut écouler. Et c'est ça le problème fondamental de l'artisan guadeloupéen qui est en production vers une clientèle qui est une clientèle exogène, c'est-à-dire qui n'est pas sur le territoire. Donc si on n'a pas organisé ces filières-là, effectivement, on va produire et puis ça va rester dans notre main. Alors justement, vous qui connaissez, qui avez déjà été à la tête de la Chambre, comment faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que les gens puissent écouler leurs produits? Donc c'est effectivement, dans les faits, je n'ai pas été à la tête, j'étais dans l'équipe qui était à la tête, mais si on m'isole, c'est-à-dire on me neutralise, même si je suis avec les gens qui sont à la tête, je ne peux rien faire. Ce qui étaient les faits, parce qu'on ne me voyait quasiment pas à la Chambre, en dehors des commissions. Monsieur Adélaïde, il y a des gens qui me disent effectivement, je ne connais pas. Les anciens, ils me connaissent parce que j'étais formateur aussi, parce que j'ai fait de la formation pour la Fédération du bâtiment, j'ai fait de la formation pour la Chambre de métier aussi, parce que j'étais un intervenant en pathologie du bâtiment, c'est pour ça que les gens me connaissent, mais il y a des gens qui étaient à la Chambre qui ne connaissaient pas qui est ce monsieur-là, ils étaient obligés d'aller découvrir qui était ce fameux monsieur Adélaïde. D'accord. Parce que du coup, qu'est-ce que vous avez quasiment constaté là qu'au moment où j'étais convoqué. Donc, le reste, si on ne fait pas appel aux potentialités, c'est ça le problème en Guadeloupe, c'est qu'on a des potentialités, mais qui ne sont pas exploitées. Il faut qu'on arrête dans ce pays-là d'avoir des potentialités et de ne pas les exploiter. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on n'ait pas peur. Apparemment, beaucoup de gens ont peur qu'on se fasse doubler. Moi, je n'ai pas peur, je suis avec une équipe. Moi, je fais confiance aux gens de l'équipe. C'est l'équipe qui doit jouer, ce n'est pas M. Adélaïde, ce n'est pas le président, ce n'est pas la tête de liste. On doit tous pouvoir s'exprimer pour avancer, pour finir, partir de zéro pour arriver à l'excellence. Mais on ne va pas pouvoir arriver à l'excellence sans passer par les étapes intermédiaires. Donc, il faut toujours déjà savoir ce que c'est que l'existant, qu'est-ce qu'on a à notre disposition, savoir où on veut aller et quels moyens on va appliquer pour aller vers l'objectif. Et du coup, parce que vous avez quand même pu voir quels sont les différents moyens que la Chambre, même si vous n'avez pas pu les utiliser, les différents outils, mais vous les connaissez. Donc, qu'est-ce que vous comptez appliquer pour que les artisans puissent écouler leurs produits? C'est pour ça que je vous explique que l'équipe qui est là doit faire en sorte que, comme l'a dit M. Mango, mon colistier, qu'effectivement, dans les faits, il faut qu'on utilise les compétences qui existent déjà à la Chambre, qui n'attendent que d'être exploitées. Parce que très souvent, on se retrouve à avoir des gens, des outils qui sont là, mais ces outils-là ne sont pas exploités. Donc, faire en sorte que les outils, les potentialités qui sont à la disposition de la Chambre, qu'ils soient exploités enfin dans l'esprit pour pouvoir aider les artisans. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on comprenne bien ce que vous essayez de nous dire? De quel outil, par exemple, vous parlez? L'exemple fondamental, par exemple, on a une liste d'artisans de Guadeloupe, il y a des coordonnées. Apparemment, il y a des gens qui ont cette liste-là à disposition, mais d'autres personnes à la Chambre n'ont pas cette liste-là pour pouvoir travailler. Donc, dans la Chambre, même au niveau du service administratif, pour moi, se pose un problème de cohésion. Oui, bon, là, ça commence à devenir compliqué, cette histoire de Chambre de l'artisanat. C'est pour ça que je vous moi, ce que je voudrais entendre... je vous dis tout simplement pour finir. Allez-y. Laissez-moi finir. Tout simplement pour vous dire qu'on a ces outils-là, qu'on a les gens qu'il faut, mais il faut qu'on puisse organiser cette cohésion pour qu'on ait ce ciment, pour organiser la Chambre, pour que tout le monde fasse ça en bonne intelligence. D'accord. J'ai entendu ce que vous dites. Si je vous donne une idée, par exemple, parce que si vous, demain, vous êtes président de la Chambre, vous allez aller voir les magasins, tout simplement, pour leur dire, voilà, nous, on a des artisans, on va mettre en place des subventions avec vous, bien des traités, je ne sais pas, vous allez signer plein de documents, je pense que vous saurez quoi faire, justement, vous allez utiliser les compétences, pour dire aux magasins, mettez nos artisans en tête de vitrine, on a des artisans qui sont aussi dans l'alimentation, on veut les voir dans les magasins, on veut les voir à Carrefour, on veut les voir à Leclerc, on veut les voir à Leader Price. Vous allez à Pointe-à-Pitre, vous voyez avec le président du commerce, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez les commerçants, voilà, le président par exemple de commerçants de Pointe-à-Pitre, pour dire voilà, est-ce qu'on peut communiquer avec vos différents magasins pour mettre une organisation en place? Peut-être que ça prendra 6 mois, hein. Je ne dis pas qu'il faut que ça se fasse tout de suite, mais au moins commencer, enclencher une action
de manière à ce que les produits de nos artisans, par exemple, puissent être écoulés. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place ou que vous avez prévu de mettre en place ou pas du tout? Le service économique est là à disposition pour qu'on puisse utiliser cette potentialité-là. Donc, de négocier pour les têtes de gondole, pour qu'on soit dans les têtes de gondole, pour que les artisans soient là. Mais un temps soit peu qu'ils aient les moyens. Donc, on doit négocier peut-être avec nos, comment dirais-je, nos bailleurs, hein, les bailleurs au niveau des centres commerciaux. On doit négocier avec le conseil régional au niveau économique. Oui, je pense qu'ils peuvent vous aider à faire pression. Mettre à disposition une enveloppe spéciale pour les croisières ou pour les avions. Pour pouvoir nous aider pour mettre en valeur nos produits. Je ne pense même pas qu'il y a besoin d'une enveloppe. Nos produits. Non, mais vous savez, à cause de la façon de présenter les choses, de rester toujours dans le passé, de faire les petits combats de coq intérieur, fait qu'on est passé de 700 000 euros de subventions avec le conseil régional à 300 000 euros. Mais ça, alors, donc, il faut le savoir. Donc, c'est la confiance qu'on va redonner. C'est en quelle année, ça, en plus, dont vous parlez? C'est la confiance qu'on va redonner en mettant l'artisan au centre des intérêts de la Chambre. À ce moment-là, le conseil régional va voir qu'on est là pour travailler, non pas pour jouer au chef. À ce moment-là, il pourra augmenter sa contribution, le diminuer comme il le fait. Vous pensez qu'il y a besoin d'argent pour aller voir les magasins et dire à la région, bon, maintenant on arrête d'acheter du made in chinois et de mettre des trucs chinois à l'aéroport, au port de croisière? Désolé, on a besoin de moyens parce qu'il y a des gens qui ne se déplacent pas pour rien. Pour aller, pour avoir l'expertise qu'il faut, pour avoir les gens qu'il faut, on a besoin de moyens. Parce que si l'autre, il n'y a pas les personnes compétentes à la Chambre pour faire ça, pour mettre ça en place? Mais ce que je vous dis, il y a les outils, mais il faut savoir si on a les moyens pour. Et ensuite, il faut que les gens qui soient présents, les potentialités qui sont présentes, il faut que les potentialités se mettent à notre disposition aussi. Si ils tirent à l'arrière, on aura des problèmes à ce niveau-là. Donc, il faut savoir, avec l'équipe, faire en sorte qu'il y ait une cohésion pour que quand on va dans une direction, pour que tout le monde soit dans le même état d'esprit. C'est juste ça, avoir cette cohésion-là. D'accord. Alors, en tout cas, si vous pouvez vous pencher dessus, parce que moi, tous les artisans que je reçois, le premier problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits. Hein. Donc, c'est pas normal que les artisans doivent attendre à chaque fois un marché ou bien des événements comme en plus avec le Covid, beaucoup d'événements ont été annulés. Allez-y. Nous l'avons dit, il faut vraiment organiser les filières, créer des OP. Il n'y en a pas suffisamment pour protéger les filières. Et à ce moment-là, la Chambre des métiers pourra les accompagner. Alors, comment est-ce qu'ils doivent faire ça? Développer ce que vous voulez mettre en place, s'il vous plaît. Moi, par exemple, on prend la filière bois. C'est une filière d'avenir. Et justement, on en a parlé lors du débat, allez-y. Voilà, c'est une filière d'avenir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation professionnelle pour pouvoir le protéger. D'accord? Ce qui fait que, quand je dis c'est une filière d'avenir, on a la matière première sur notre territoire. Même au niveau de l'ONF, c'est plus de 14 000 mètres cubes de bois qui est prêt à être mis à la disposition du charpentier, du menuisier. D'accord? Et pourtant, nous n'avons pas d'unité de production. On n'a pas d'unité de production. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Il faudrait mettre en place une unité de production. C'est possible, on a travaillé dessus, où nous avons des bûcherons qui sont de qualité, ils ne sont pas nombreux, qui demandent qu'à être formés, parce qu'on devait les envoyer au Canada pour se faire former, parce que moi j'ai été président d'une association qu'on appelle les métiers du bois, dont j'ai été un peu à l'origine de sa création. On a fait en sorte que les artisans et les entreprises, parce que vous parlez d'artisans qui transforment les objets, mais nous avons les véritables entreprises. Nous, dans notre groupe, c'est vrai que majoritairement, nous représentons le bâtiment. Le bâtiment, c'est quelqu'un qui va construire une maison. Et dans cette construction, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver le maçon, le charpentier, le peintre, d'accord, le carreleur. Tout ça, ce sont des filières qui ne sont pas organisés. Quand on voit un marché, ils vont sur un marché sur le territoire, on s'en rend compte de quoi? Qu'ils vont sur un marché, ceux qui n'ont pas le marché parce qu'ils ne sont pas regroupés, ils sont en sous-traitance. D'accord? C'est là que nous devons mettre en place l'organisation. Et comment vous allez faire ça? Vous allez engager des discussions avec qui? Non, mais nous, on a l'expérience déjà. D'accord. Parce que moi, je suis un constructeur de maisons, surtout en bois. Je suis un spécialiste du bois. Quand on se rend compte que cette matière première, nous pouvons vraiment le récupérer, le transformer
Parce que nous avons aussi des propriétaires de forêts privées en Guadeloupe. C'est 21 500 propriétaires de forêts privées qui peuvent mettre à disposition cette matière première. Je prends le cas du Covid actuellement, où on a des morts par centaines. On a une pénurie de cercueils. On n'arrive pas à avoir suffisamment de cercueils ici, alors que nous pouvons fabriquer des cercueils. Moi, j'ai pris sur moi-même, j'étais voir des artisans, des menuisiers qui m'ont dit, si on met à notre disposition ce que vous dites, c'est-à-dire cette matière première, le bois, on est capable de faire 200 cercueils dans un mois. Okay? Donc, on a de quoi faire ici. Mais il faut simplement être organisé, c'est-à-dire se mettre ensemble. Nous, on ira, au niveau de la Chambre, on ira vers ces artisans. On ne va pas attendre qu'ils viennent chez nous. On leur dira, voilà comment faire, voilà comment vous organiser. Vous avez quoi d'autre dans votre programme? C'est surtout les entreprises qui souffrent aujourd'hui qu'on est amené à accompagner, à les permettre de se développer. Vous allez les accompagner comment? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? C'est comme je viens de vous dire, c'est l'organisation professionnelle. Donc, c'est juste structurer des organisations professionnelles différentes? Oui. Allez-y. Il faut les structurer, il faut les organiser, parce qu'ils savent produire. Vous voulez intervenir? Oui. Parce que nous allons maîtriser la production, la transformation et la distribution. En plus, c'est écologique. Allez-y. Oui. Alors, votre question est très pertinente. En fait, nous, on a travaillé depuis tantôt sur un programme bien clair. Faire en sorte que les artisans puissent vendre leurs produits, c'est la base. Non, c'est peut-être la base, mais il y a beaucoup à faire bien avant. Déjà, alors on va vous expliquer, parce qu'on a bien travaillé là-dessus. Il faut déjà qu'on puisse rencontrer les artisans, qui se rencontrent entre eux, pour ne pas qu'ils fassent chacun les mêmes choses. Alors, les rencontrer, faire en sorte qu'ils puissent mettre en place des organisations professionnelles, qui puissent communiquer entre eux. Les élus qui seront avec nous, dans chaque commune en Guadeloupe, seront des référents pour ces gens-là, où ils pourront à chaque fois venir les rencontrer facilement, parler des problèmes et les aider à organiser les organisations professionnelles. Parce que si vous avez des produits à distribuer, comme vous dites, dans le monde, ou même en Guadeloupe, en tête de gondole dans les grands magasins, si Pierre ne sait pas ce que fait Paul qui est à 50 mètres de chez lui, et qu'il va aller dans le même magasin, vendre les mêmes produits alors qu'ils peuvent faire ensemble des choses différentes et complémentaires. Donc ça sera notre premier boulot. Et ça n'est pas si compliqué, parce que nous aurons avec nous, pour nous aider à faire ce travail, les enseignants de la Chambre de métier qui sont, eux, toujours prêts à rencontrer les maîtres d'apprentissage, qui sont aussi en même temps les artisans. Donc, le premier boulot que nous aurons à faire, ça sera déjà de faire en sorte que l'équipe politique puisse rencontrer l'équipe administrative qui fonctionne au CFA et à la Chambre des métiers depuis tantôt, faire en sorte qu'ils puissent se rendre compte que nous ne sommes pas là pour se tirer dans les pattes, mais qu'on soit des partenaires et travailler ensemble. C'est ce qui n'a jamais pu être fait à la Chambre des métiers. Tout le monde arrive et puis d'un coup, sans tenir compte de ceux qui sont là déjà depuis très longtemps, qui connaissent les rouages, qui connaissent le fonctionnement, on arrive comme si on vient pour imposer, jeter, pousser, alors que c'est pas comme ça que les choses se passent. Ces gens-là, c'est pour ça qu'il y a eu autant de présidents. C'est pour ça qu'il y a autant de présidents. C'est pour ça qu'il n'y a pas à la Chambre des métiers une assise et que tout le monde puisse se mettre ensemble pour travailler. Donc vous n'allez pas me penser que les administratifs qui sont à la Chambre des métiers sont tous enfin, je ne vais pas dire le mot, et ni que les élus qui arrivent sont pas des super... Donc il faut que l'on puisse se mettre ensemble, politique et administratif, faire en sorte de partager le programme commun qu'on va avoir. Le programme qu'on va avoir, il faut qu'ils puissent le partager avec nous, il faut qu'ils puissent bien le comprendre. Et ensuite, aller vers les artisans, faire en sorte qu'ils se rencontrent
qu'on puisse échanger, discuter, réouvrir la chambre des métiers pour ces artisans, pour ne pas, quand ils viennent à la chambre des métiers, qu'il reste 1 heure, 2 heures à attendre qu'ils soient reçus, mettre à disposition un accueil spécifique pour les artisans, parce que ce sont des gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps de temps à perdre, qui se réapproprient la chambre des métiers. Il faut en même temps bien utiliser à bon escient les professeurs qui sont à la chambre des métiers. Parce que ce sont des gens compétents, ce sont des gens qui se donnent, mais qui ont besoin de moyens pour fonctionner. Donc, si nous, on les utilisera en tant que rouage avec les maîtres d'apprentissage, qui vont pouvoir nous remonter les doléances, les problèmes qu'ils rencontrent, parce que l'apprenti pour lequel M. Mango disait tout à l'heure, il faut absolument transférer le savoir-faire, mais il faut le faire dans de bonnes conditions. Donc c'est ce travail-là qu'il va falloir d'abord mettre en place. Et puis ensuite, aller vers les produits, voir comment on peut mettre en place, quelles sont, en utilisant les connaissances telles que vous m'avez dit tout à l'heure, pour permettre de monter dans les organisations professionnelles des espaces de discussion, de rencontres pour distribuer les produits. D'accord. Quand vous parlez des administratifs, vous parlez de tous les directeurs, par exemple directeur de développement économique, directeur de tout, c'est ça? Tous les administratifs qui travaillent à la Chambre des métiers et qui dirigent en fait la Chambre des métiers. Les politiques que nous sommes, on arrive avec un programme, et ce programme-là, ils ne le connaissent pas. En place, oui. Donc il faut qu'on puisse travailler avec eux pour qu'ils puissent adhérer, qu'on puisse avoir leur adhésion à ce programme-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer ensemble la Chambre des métiers. Non pas en venant comme des chefs et puis dire que bon, toi tu vas plus faire ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Non. D'accord. Bon, en tout cas, moi, big up aux administratifs de la Chambre des métiers parce que moi, je travaille très bien avec eux. Ils sont courageux. Voilà, et ils font, à chaque fois qu'on les appelle, pour expliquer justement aux artisans les nouveaux dispositifs ou tout ce qu'il y a à mettre en place, ils le font. Donc moi, de mon côté, c'est peut-être plus au niveau des présidents, peut-être que ça change trop. Enfin, oui, ça change trop parce que tout de suite, quand on arrive et qu'on veut jouer au grand chef, déjà, comme disait Adélaïde, le programme pour lequel on a été élu n'est pas suivi. Ou alors il est suivi, on arrive avec un dossier, bon, les gars, nous avons voté ça. Mais moi, je ne comprends pas. Lorsque vous arrivez, mais vous arrivez ensemble. Oui. Quand vous êtes, par exemple, un président, un vice-président et son 3e, 4e, 20e, je ne sais pas, mais vous êtes ensemble. Ça veut dire que vous êtes arrivés sur une même base commune, normalement. Il faut savoir que très souvent, la Chambre se pose un problème parce que on fait comprendre très tôt au président qu'il a besoin de personne. Et c'est justement ça le problème. Mais de toute façon, on est là pour cette équipe-là, pour recadrer les choses. C'est-à-dire c'est une équipe qui est venue pour travailler. Ce n'est pas le président, c'est une équipe. Mais effectivement, l'interface qui sert entre le bureau et les administrateurs de métier, c'est que le président qui a cette autorité sur l'administration. Ce n'est pas les membres de l'équipe. On connaît les membres de l'équipe au niveau des administratifs. Mais normalement, c'est le président qui est là, qui est avec le secrétariat général, qui assure l'administration. Le secrétariat général assure la coordination et l'administration. Donc, je ressens un peu les choses concernant cela. Je l'ai dit depuis le départ, qu'effectivement, il y a des services qui existent, qui sont là. Il y a des potentialités humaines qui sont présentes à la Chambre. Et c'est nous, quand on va arriver, on va faire en sorte qu'ils appliquent notre politique, mais en utilisant justement la potentialité humaine et les autres potentialités qui existent à la Chambre de métier. On n'est pas venu là pour imposer, mais la politique, c'est bien nous, c'est pas eux. La politique, c'est nous. Nous définissons une politique et avec eux, les gens de la Chambre, on va en toute collaboration assurer cette politique-là avec les potentialités humaines qu'a la Chambre de métier. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner les autres axes de votre programme? Donc, si vous voulez, effectivement, dans les faits, comme a expliqué M. Daniel
Judith, on a un premier axe qui est désignation de référents par territoire, qui va justement assumer l'interface, entre les artisans et les organisations professionnelles. Parce que très souvent, il n'y a pas cette interface-là. Et il y a les permanences en ce moment. Tout à fait. Donc nous, on va il y a un an assumer. à peu près, il y a les artisans chez vous. Donc parce qu'on a 35 personnes sur la liste, on n'aura pas 35 élus. On n'aura même pas 25 élus parce qu'il faut savoir la liste en tête aura 13 personnes plus des complémentaires pour assumer justement la différence par rapport aux autres groupes. Donc il y aura un calcul proportionnel qui va nous donner. Donc c'est de l'ordre de 17-18 personnes que la liste majoritaire va avoir. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rester à côté. Donc on a des commissions. Donc les commissions seront organisées avec les élus de la Chambre, y compris l'opposition. Donc avec ces commissions-là, on va pouvoir travailler. Mais sur le reste des missions qu'on a assumées, forcément, on n'a pas obligation d'avoir que des élus, puisqu'on peut avoir des gens qui sont avec nous, mais qui ne sont pas élus, comme par exemple M. Judith, puisqu'il est en périphérique des artisans, il peut nous aider même à assumer des permanences, alors qu'il n'est même pas élu. Ça, c'est un ex-artisan, un ex-formateur d'artisans aussi. Donc il peut être là pour nous aider, il peut servir d'interface, ce n'est pas un problème à ce niveau-là. Donc tout le monde a sa place. Et quel que soit, on n'est pas là pour jouer au petit chef, on est là justement pour utiliser les potentialités, pour faire en sorte que l'artisan, il puisse, d'une part, au niveau de la société, se faire voir pour pouvoir écouler ses produits. Parce qu'il faut qu'on sache qu'il y a cette compétence dans les communes. Donc, si on peut aussi avoir, avec la collaboration des collectivités, donc des espaces publicitaires pour pouvoir indiquer certains artisans qui sont des maîtres au niveau de leurs compétences, donc mettre ces gens-là en valeur régulièrement, que ce soit par le biais de rencontres avec d'autres professions ou avec d'autres chambres consulaires, parce qu'on a très souvent des organisations qui sont faits aussi avec la CCI, avec les commerçants. Ça a été fait justement donc, cette année. Très souvent, on ne reste pas fermé, on reste commerçant et artisan, parce que moi-même, je suis représentant de commerçants et d'artisans, donc je ne représente pas que des artisans. Donc il faut savoir, très souvent, on est là pour travailler en collaboration, que ce soit avec des gens qui peuvent être nos concurrents, mais on peut être concurrent, on n'est pas ennemi. On est là pour travailler. Donc, on va faire en sorte de pouvoir travailler. C'est pour ça les organisations professionnelles. Effectivement, M. Mangro peut être constructeur de maisons individuelles. Moi, je peux être constructeur de maisons individuelles. On est concurrents, mais pourtant, on n'est pas ennemis. On est là pour voir. Et même des fois, il faut savoir partager, puisque je me retrouve avec un surplus de travail. Je ne peux pas assumer. J'appelle M. Mangro. Je lui dis, M. Mangro, vous savez, j'ai un marché supplémentaire que j'ai pris. Mais je ne savais pas que je n'aurais pas eu la potentialité, parce que j'ai répondu à beaucoup de marchés, mais je ne savais pas que j'aurais eu autant. Donc je te balance ça. Et demain, quand j'aurai pas aussi, M. Mangro, la première personne qui va penser, tiens, Adélaïde avait pensé à moi, je vais penser à lui. Et c'est comme ça qu'on doit faire en sorte de toujours travailler en collaboration, en partenariat. Même chose. Donc c'est pas qu'entre artisans seulement, mais entre les artisans et les fixes de la Chambre de métier, les administratifs, on est là pour travailler avec eux. On peut avoir une idée, et cette idée peut poser des problèmes. Hein? Donc de fait, s'ils sont assez ouverts, parce que moi je suis quelqu'un très ouvert et très direct, on me connaît pour ça, mon intelligence et la façon d'être direct. S'il y a un problème, il faut qu'on le dise, que ce soit de mon côté, que ce soit de leur côté. Il faut le dire, M. Adélaïde, il y a un problème, ou M. Intel, bon, vous savez, M. Adélaïde, il y a telle chose, parce que moi j'admets que tout un chacun peut voir alors que nous on n'a pas vu. Parce que beaucoup de gens, pour eux, ils ont la science infuse. Moi, je n'ai pas la science infuse. Très souvent, je demande aux autres, parce qu'on me dit, ouais, tu as tendance à partir de côté. Non, si je demande l'opinion des autres, parce que j'ai telle vue, est-ce que je me suis trompé? Et c'est ça la collaboration, c'est ça le partenariat. Ensuite, c'est les autres axes de votre programme, c'est quoi? Deuxième axe, revaloriser les artisans par le biais de la sensibilisation de notre utilité dans la société, qui n'y a plus à prouver, parce qu'on le sait, notre utilité. Donc, c'est-à-dire que nous, on est là depuis la mort, depuis la naissance jusqu'à la mort. Donc, on fait ce qu'il faut pour donner à manger, pour faire vivre. On est là aussi au niveau des cercueils, c'est nous qui faisons les cercueils. Donc, on fait de tout et on fait du plus simple des choses jusqu'au nec plus ultra, donc les choses très raffinées. Mais il faut savoir qu'on est là dans tous
les actes de la vie. Par exemple, le matin, on veut du pain, c'est l'artisan. L'artisan est présent pour le pain quand on se lève jusqu'au coucher, quand on va se coucher. D'accord. Donc, ensuite, l'autre axe, c'est réapproprier la chambre pour accueillir les artisans, parce que très souvent, effectivement, quand l'artisan arrive à la chambre, il est comme si, en fait, le cheveu dans la soupe. Donc, il faut qu'il puisse, quand il vient à la chambre, il se sentir à l'aise, qu'il soit bien accueilli. Et même si on ne peut pas l'accueillir ce jour, de faire en sorte que, quand il a dit, tiens, tu aurais dû prendre un rendez-vous, mais ce n'est pas un problème. Donc, maintenant, tu es là, donne-nous tes coordonnées, et on va t'appeler pour prendre contact. Aujourd'hui, avec le Covid, il faut savoir que les contacts sont très difficiles avec les artisans. Parce que très souvent, ils appellent, ils n'arrivent à avoir personne au bout du fil. On va vérifier ça, parce qu'il y a eu un numéro unique qui a été mis en place et visiblement ça fonctionne. Enfin, moi, ça fonctionne, mais un meilleur retour qu'avant. Hein, mais on peut avoir un artisan aussi qui peut être de mauvaise foi. Il n'a pas appelé, il dit qu'il a appelé. Non, je ne dis donc, pas que pas tout est Non, je n'ai pas bien. dit. Mais j'explique que même en cas de mauvaise foi de l'artisan qu'il a dit, il a appelé alors qu'il n'a pas appelé, c'est pas grave. Non, mais au contraire, il faut améliorer. On doit avoir pour accueillir en distanciel, pour lui dire, bon, ton masque, et puis on prend tes doléances, ce que tu veux, et on va te recontacter. Si tu ne peux pas nous appeler, mais nous, on va venir, parce qu'on est là à ta disposition. Parce que la chambre doit être à disposition de l'artisan. Oui, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Tout à fait. Allez-y. Donc là, concernant la formation et les apprentis, il faut savoir que nous, on ne va pas faire comme les autres. Contrairement à certains qui pensent qu'il suffit qu'eux, ils accueillent des apprentis, c'est suffisant. Monsieur Adélaïde, même s'il va prendre X apprentis, il ne pourra pas prendre tous les apprentis de Guadeloupe. Donc ça ne doit pas être axé sur nous, sur la personne de monsieur Adélaïde ou la personne de monsieur Mango. C'est nous, l'équipe en place, doit faire en sorte d'appliquer une politique pour que les artisans qui n'accueillent pas, qui ne sont pas entreprises d'accueil, qui deviennent entreprises d'accueil. Donc, de pouvoir les sensibiliser, les appâter, pour qu'ils deviennent entreprises d'accueil et leur faire comprendre qu'effectivement, ce n'est pas une perte que d'avoir un artisan chez soi, c'est un investissement. Comment vous allez faire ça, justement? Mais justement, les sensibiliser, leur expliquer comment être maître artisan, comment accueillir un apprenti, pourquoi accueillir un apprenti, qu'est-ce que ça va rapporter un apprenti et qu'est-ce que l'État a mis à disposition, quelles sont les procédures à disposition pour le chef d'entreprise pour accueillir cet apprenti-là et que pendant une petite période, il aura à investir, mais pendant une grande période, il aura tout l'intérêt d'avoir cet apprenti pour pouvoir faire de la production, l'aider à faire sa production, l'aider très souvent aussi à peaufiner sa production, raffiner sa production. D'accord, très intéressant. Ensuite, les autres points, qu'est-ce que c'est? Ensuite, concernant la formation professionnelle, effectivement, dans les faits, très souvent, on a des formations qui ne sont pas complètes. Très souvent, on nous dit, ouais, c'est complet, c'est complet. Il y a 12 personnes sur 12. J'arrive en cours je me renseigne, il n'y a que 8 personnes sur les 12 personnes. Alors, je voudrais comprendre effectivement dans les faits, parce que très souvent, on me demande de réserver ma place. Et du jour au lendemain, je constate c'est vide. J'aurais voulu savoir, mais maintenant que demain on sera à la tête de la chambre, je voudrais savoir effectivement comment dans les faits on se retrouve à avoir 8 personnes sur 12 personnes, alors qu'au début, on devait avoir 12 sur 12. Alors qu'on doit avoir des personnes, et le matin même, les gens qui décommandent, parce qu'on doit avoir des gens sur une liste d'attente. Si certains ne peuvent pas venir, la liste d'attente, parce que par exemple, pour poser les chauffe-eau à 1 €, il y a beaucoup de plombiers qui auraient voulu assister à cette formation. Or, j'étais dans cette formation, il manquait minimum 4 personnes. Moi, je trouve ça écœurant. Parce qu'il y a beaucoup que je connais qui sont en attente de cette formation-là. Donc, ce n'est pas possible. Il y a un hic, il y a un grain de sable dans l'engrenage. Donc, il faut qu'on trouve ça. Ce n'est pas question, je veux mettre du bordel ou dire non, il faut chercher où est-ce que ça pêche pour que demain on n'ait plus ce problème-là. Parce qu'on a des places disponibles et on a une potentialité qu'il faut qu'on utilise. Donc enfin, en toute collaboration avec les gens de la Chambre et les politiques, qu'on trouve la solution, qu'on trouve la façon de faire pour qu'on ne se retrouve pas avec ce déficit qui ne devait pas être là.
D'accord. Alors moi, je vais vous poser une dernière question. Après ça, on va parler de la grève, comme je vous ai dit tout à l'heure. Depuis en 2009, il y a une grosse manifestation. Vous avez entendu, le LKP avait déjà annoncé qu'il y allait avoir des travaux, hôpitaux et tout. Et il disait déjà que ce n'était pas normal qu'on n'ait pas des carreleurs, des personnes qui soient prêtes pour faire le CHU. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas tous les Guadeloupéens en train de construire l'hôpital ? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que ça, c'est pas des choses, c'est votre métier au niveau de la Chambre, d'anticiper ce genre de choses? Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Et effectivement, comme je voulais expliquer, quand on a une formation, il devait y avoir 12 personnes, il n'y a que 8 dessus, alors qu'on devait avoir une liste d'attente, et même le matin, même appeler les gens, 4 autres personnes pour remplacer les 4 manquants, là, ça me pose un problème. Moi, personne qui sait organiser. Parce que, étant ingénieur de formation, moi, je me renseigne sur l'existant, je vais vers l'objectif et je cherche les moyens pour aller vers l'objectif. À chaque fois, c'est les mêmes procédures. Ça ne change pas. Donc, il faut savoir pour quelle raison il y a ce blocage-là. Pour quelle raison on a une demande sur le marché, ce qu'on appelle les professions en tension. Et ces professions en tension, on a des hommes en Guadeloupe, on a des jeunes en Guadeloupe qui sont sur le trottoir, qui ne demandent qu'à travailler. Et pourtant, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas dans vos écoles. Ils ne sont pas formés alors que... Et pire, ils partent en France. Mais ils devraient être là. On a une potentialité, il me semble, si ma mémoire est bonne, 1000 apprentis sur le réseau, 1500 à démarrer, ça fait 2500. Sur 2500 au total, on n'a que moins de 500, c'est-à-dire un cinquième. Pour quelle raison? Alors qu'on a des entreprises qui peuvent accueillir et qui ne demandent qu'à accueillir des apprentis un temps soit peu, qu'on les renseigne comment devenir entreprise d'accueil. Et pour les jeunes qui sont sur le trottoir, comment faire pour devenir apprentis, pour avoir un métier de demain, et leur expliquer, leur montrer une image de marque de l'artisanat qui soit une image de marque florissante, attirante, pour qu'ils aient envie de devenir artisans. C'est ça qu'il faut qu'on change. Cette image de marque, qui n'est pas une bonne image de marque. Donc, surtout avec ce qui se passe avec la Chambre en ce moment, enfin depuis ces 5 dernières années. Oui, mais les manipulations politiques, madame, sachez-le, mais je ça, ne suis pas dedans. Ce sont les jeunes qui Renseignez-vous, moi je ne suis pas dedans. Parce que là, c'est un peu étonnant. En pleine campagne électorale, on se retrouve à avoir subitement, il y a de cela 2 jours, un conflit à la Chambre de métier, subitement. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il doit y avoir une manipulation politique, en toute honnêteté, je vous le dis, sans coup férir. Étant spécialiste de système, je vous dis, il y a des gens qui sont là pour faire les choses qu'il ne faut pas. C'est-à-dire mettre le bordel. Moi, je viens d'un endroit pas pour faire ça. Pour trouver les gens qui sont là pour bosser et travailler avec les gens qui veulent bosser. Tous ceux qui ne veulent pas bosser, ils n'ont qu'à se mettre de côté. S'ils veulent être des tirs au fond, ça c'est leur problème. Qu'ils se mettent de côté. Moi, je ne suis pas là pour venir. Et nous ne sommes pas là, l'équipe, on n'est pas là pour venir pour mettre le bordel, mais faire en sorte que les choses fonctionnent, changer l'image de marque de l'artisan pour qu'enfin les Guadeloupéens voient en l'artisanat l'avenir, l'entreprise d'aujourd'hui et de demain. On est là pour le présent et l'avenir, pas pour le passé. Arrêtons ces problèmes bordéliques qu'on connaît en Guadeloupe. Arrêtons ça. Essayons d'avancer. J'ai une question sur cette histoire de problème bordélique. Justement, comme vous avez bien prononcé le bon mot, c'est vraiment le bordel. Vous avez entendu, M. Braflan a fait un communiqué hier pour dire qu'il faisait une réunion aujourd'hui à 9h. Et aujourd'hui, on apprend que la réunion a capoté puisque les grévistes demandent à ce que les 4 candidats qui se présentent à la Chambre pour la présidence soient là pour négocier avec eux. Rapidement, un mot sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, si on nous appelle, moi je vais voir avec notre équipe, parce que nous, c'est pas équipe, hein, c'est pas M. Adélaïde, tête de liste, qui juge de la chose. Moi, je suis pas comme ça. Et ils me connaissent pour ça, ils m'ont choisi pour ça, parce que je suis pas le petit seigneur qui va décider pour tout le monde. Mais il faut savoir que, de toute façon, on n'est pas la personne qui va résoudre tous les problèmes d'un coup de la Chambre. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va résoudre les problèmes à la Chambre, parce qu'il faut qu'on ravale nos égos, hein, tout un chacun. Mais franchement, voilà, c'est quoi le problème concrètement? Parce que là, les jeunes, ils partent, ils en ont marre de la grève. Mais il y a des gens qui ont des problèmes existentiels, madame. C'est ça le problème. Et on a des gens qui ont des problèmes existentiels, que ce soit au niveau de nous, politiques, que ce soit au niveau des gens, même à la Chambre de métier.
Parce qu'il faut savoir, ce bordel-là, s'il y a un bordel, c'est parce que des deux côtés, il y a comment dirais-je, un terreau pour ça. Il y a un terreau pour ça. Il faut qu'on élimine ce terreau de gens qui veulent, qui sont là toujours pour essayer de créer le trouble. On enlève, on arrête, qu'on fasse comprendre à ces gens-là qui veulent créer le trouble. Maintenant, on arrête avec ces histoires. On est là pour travailler, on est là pour avancer. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous faire passer pour que les gens puissent voter pour vous? C'est vrai, il faut savoir que sur la Côte-sur-le-Vent, moi je suis sur la Côte-sur-le-Vent, je suis en contact avec les artisans. Nous avons plus d'une quarantaine d'artisans qui sont prêts à fermer leur entreprise, leurs ateliers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pérennisation de savoir-faire. La pérennisation de savoir-faire, ça se fait par la formation des jeunes. Et les parents, quand ils essayent d'inscrire les enfants, il y a toujours une grève. Franchement, ils nous appellent tout le temps pour nous dire que c'est impossible, quoi. Oui, mais il y a aussi la problématique que rencontre l'artisan. Il vous dit... Moi, comment je fais pour former un jeune alors que j'ai pas la trésorerie qu'il faut? Il y a des aides de l'État pour ça aussi. Il y a des aides, mais on revient encore sur l'organisation. Les artisans, ils ont les yeux dans le guidon. Donc, eux, ils ne savent pas où aller. C'est pour ça le rôle de l'HM, c'est de venir vers l'artisan. Ne pas lancer des communiqués et attendre que l'artisan vienne vers vous. Il ne regarde pas. Il n'a pas le temps pour ça. Il n'est même pas en mode survie, il est à l'agonie, comme je vous ai dit. Donc, il est hors de question que ce savoir-faire, nous les perdons. Nous devons retrouver une toilette de noblesse en faisant en sorte que les jeunes, nous les amenons à la allons leur transmettre notre savoir-faire. Parce que ces 40 entreprises, une fois fermées, c'est un savoir qui s'en va. Et c'est l'emploi qui prend encore un coup en Guadeloupe. Voilà. Donc, c'est notre préoccupation. C'est cette raison pour laquelle nous avons décidé d'aller prendre la chambre, de faire en sorte qu'il soit au service vraiment de l'artisan. Nous amenons la chambre à l'artisan parce que c'est un outil que nous avons besoin. Bien sûr, la chambre ne va pas régler tous les problèmes. Donc, nous allons devoir accompagner les artisans de manière à ce qu'ils puissent organiser, créer des OP pour les protéger. D'accord. Donc, nous nous sommes toujours battus dessus et nous sommes, comme je l'ai dit, l'équipe, la majorité de l'équipe est dans le bâtiment. Dans le bâtiment, nous avons toutes les filières. Et ce sont des filières d'avenir. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait les aides de l'État pour les apprentis. Les apprentis et les entreprises. Et il y a un jeune, une solution. Enfin, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses, mais à part toutes ces choses, l'essentiel, c'est que l'artisan, on l'accompagne pour qu'il comprenne que former un apprenti, ça n'est pas perdre de l'argent, ça n'est pas jeter de l'argent. Former un apprenti, déjà pour lui transmettre ce savoir que nous avons, mais si on le fait correctement et si on le forme bien, dans 6 mois, il peut être rentable. Donc, on doit, avec tous les artisans qui nous accompagnent et les référents que nous avons sur le terrain, pouvoir expliquer tout ça aux artisans. Pour vous, les artisans n'arrivent pas à se projeter alors en réalité? Mais non, ils n'ont pas le temps et ils ne sont pas aidés. Donc comment ils peuvent... Et à côté d'eux, il y a les missions locales qui aussi peut être exploitées dans le bon sens. Oui, d'ailleurs ça a été fait aussi. Enfin, vous avez mis au niveau de la Chambre un truc, enfin, un genre de partenariat avec eux. Oui, mais quand il faut attendre qu'ils viennent, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait dans chaque commune en Guadeloupe des référents de la Chambre des métiers qui puissent être en permanence en contact avec la mission locale. Les jeunes qui sont au bord des routes, ce sont nos enfants. Et il faut qu'on soit plus souvent, qu'on se montre concerné par leur devenir. D'accord. Et on peut faire ça avec la Chambre des métiers si la Chambre des métiers redevient la maison des artisans.
Bon, bah, très bien, merci beaucoup pour la phrase de la fin. Donc, information à faire passer, n'oubliez pas les permanences à la ville de Vieux habitants. Comme vous savez, il y a des choses qui ont été mises en place, comme je disais tout à l'heure, afin d'assurer une meilleure proximité avec nos artisans et porteurs de projets. La Chambre de métier et de l'artisanat assurera une permanence à la mairie de Vieux habitants le mercredi 6 octobre prochain. Je vous redonne le numéro de téléphone, comme d'habitude. Donc, c'est Madame Dahomey, 06 90 26 41 20 26 41 20. N'hésitez pas à l'appeler de manière comme d'habitude. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle pour vous rapprocher au plus près si vous êtes du côté de Basse-Terre et tout. 30 secondes, allez-y. Juste, n'oubliez pas, votez et faites voter l'artisanat solidaire. Voilà, bon, bah, le mot de la fin. Demain, on sera avec la liste Une nouvelle voie pour l'artisanat tenue par Patrick Hubert. Bonne soirée à tous.